Bonjour, bienvenue sur Bamako Business Podcast, épisode 5. Je suis votre hôte, Mamadou Lamine Diarra. Dans cet épisode, vous pouvez découvrir un entretien avec la très dynamique Alatou Dem. Loin du glamour, du stéréotype de l'entrepreneur, elle nous parle du développement de l'entreprise familiale, les céréales de Tatam, créée par sa mère, Aïssata Thiam, dite Tatam. Bonne émission. Alatou Dem, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Donc vous êtes associée gérante de les céréales de Tatam. Les céréales de Tatam est une entreprise de transformation agroalimentaire qui a été commencée par votre mère sous Danea Céréales. Oui. Et vous êtes située dans la zone industrielle de Dialakoroba. Oui. Vous transformez du fonio, du djouka pré-cuit, du degemougou, du moninkourou, du couscous, du laro, du kabamougou, du kabanyeye, chakri et entre autres. Oui. Vous avez d'autres choses? On va bientôt commencer les différentes farines infantiles. Farine infantile à base de mil pour les enfants. Et on va fortifier la farine de mil simplement pour les adultes comme nous, comme les personnes âgées aussi. Donc on est en train de développer ça avec le PAM. Avec? Le PAM. Ah oui, parce que j'ai vu un panneau, d'ailleurs il n'y a pas écrit Tatam Céréales, il y a écrit... Oui, c'est un ancien panneau où on a travaillé avec l'USAID. L'USAID, c'est l'un de nos partenaires qui nous a appuyés pour pouvoir déménager dans la zone industrielle de Dialakoroba. Ok. Donc vous êtes également gérante de Danea Céréales? Oui, Danea Céréales, en fait, l'entreprise s'appelait jusqu'en 2012, fin 2018, Danea Céréales. On a changé le nom, maintenant ça s'appelle les céréales de Tatam. Donc, depuis fin 2018, on est les céréales de Tatam. Donc Danea Céréales n'existe plus? Non. D'accord. Il faut mettre à jour votre profil LinkedIn. Non, j'ai changé, les gens ils ne le remarquent pas, même sur mon profil, c'est écrit... oui, mais en fait, Danea Céréales c'est aussi mis jusqu'à aujourd'hui en fait. Ah, ok, donc peut-être que je n'ai pas remarqué. Donc je vais aller vérifier. Je vous taquine. Jusqu'à présent, les gens ils pensent qu'on est Danea Céréales. Ouais, c'est ça. Mais en fait, de toute façon, ici dans la zone, les gens ne connaissent pas votre nom. Il faut dire ceux qui font du djouka. Degegla Usine, c'est comme ça on nous appelle. Ah, d'accord. Ils disent Degegla Usine. Oui. Moi, je ne savais pas quoi demander, donc c'est nouveau djouka. Si. Ok, qui est Tatam? Tatam, c'est ma mère. Ah, elle s'appelle Tatam. Oui, elle s'appelle Aïssata. Voilà. Et son nom en famille, on l'appelle Tatam. Donc Aïssata Tatam Thiam. Et quand on a voulu changer de nom, parce que Danea, je sais, un mot en Bambara qui existe un peu partout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les boutiques, même des entreprises de transport. Il y a Danea partout. C'est un nom très répandu. Ouais. C'est un nom répandu et ça a commencé à faire un peu de confusion. Et il y a certaines coopératives même qui s'étaient nommées Danea, donc qui faisaient du fonio et autres produits. Et donc on a voulu prendre un peu de distance avec ceux-là et d'un peu innover aussi et d'associer la maman sur le long terme. Et comme c'est son bébé, on a voulu avec mes sœurs nommer l'entreprise les céréales de Tatam. Donc vous travaillez avec vos sœurs? Mes sœurs sont actionnaires de l'entreprise, mais pour le moment elles étudient. Il y a deux qui sont en France. Oui, ce sont mes petites sœurs et il y a une qui est au Canada. Ok. Et donc l'entreprise s'appelle Les Céréales de Tatam? Oui. Ok. C'est original, c'est pas Tatam Céréales, c'est Les Céréales de Tatam. Oui, Tatam Céréales, c'est surtout en anglais. Quand on parle avec les anglophones, on dit Tatam Céréales. Mais l'entreprise s'appelle légalement Les Céréales de Tatam. D'accord. Et à quoi ressemble une de vos journées type? Une de mes journées type, c'est une réunion avec la production déjà. Quand j'arrive dans l'unité, dire par exemple lundi matin, on se réunit pour déterminer dans la semaine la production, les objectifs de production de l'entreprise pendant la semaine. Et on parle aussi des problématiques que le personnel rencontre, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on améliore. Ça c'est un lundi en général, un lundi typique parce qu'il faut tout recenser pour pouvoir faire la mise à jour. Et aussi dans la semaine, je rencontre pas mal de partenaires. Je fais beaucoup de réunions avec les partenaires pour améliorer la productivité de l'unité. On a besoin de l'appui de certains partenaires, l'achat des machines par exemple. Il y a nos partenaires qui nous appuient dessus. Il y a des formations
qu'on fait aussi. Parfois, il y a des semaines, par exemple, je peux faire une semaine de formation avec un partenaire sur un thème, une thématique bien donnée. Je peux assister à des foires. Bon, je n'ai pas une semaine typique. Tous les jours changent. Je n'ai pas un planning fixe en général, sauf si ça a été programmé de longue date, mais je n'ai pas de planning fixe. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, vous faites tout ici en fait. Oui. Quand on a une petite entreprise, on est obligé de faire tout. Actuellement, ça a un peu changé parce que j'ai un responsable qualité, j'ai une responsable de production, j'ai une comptable. Donc, j'ai étoffé un peu l'équipe managériale. C'est récent. C'est récent. Mais ça, c'est récent. Mais avant, c'est moi qui faisais tout ça. Je faisais la comptabilité, je faisais le marketing, je faisais la production. Donc, j'étais au four et au moulin. Il fallait courir à gauche, à droite, rencontrer les partenaires. Mais au fur et à mesure que l'entreprise grandit, j'avais besoin de l'appui technique d'autres personnes. Donc, on a dû recruter pour pouvoir améliorer un peu la gestion de l'entreprise. Mais le fait d'avoir fait un peu tout, c'est un avantage aujourd'hui. Oui, ça te permet de maîtriser ton entreprise. C'est-à-dire que vous savez à qui vous parlez, quoi. Oui. Vous savez de quoi on parle. Quand vous parlez avec la comptable, vous savez qu'est-ce qu'elle vous dit. C'est ça. C'est très important. Moi, par exemple, quand j'ai commencé avec ma mère, je n'ai pas commencé en tant que directrice. J'ai fait tous les services. J'ai fait tous les services de l'entreprise. J'étais avec le machiniste quand il faisait les décortiquages. J'ai appris comment il faisait. C'est vrai que je ne maîtrise pas à 100%, mais je sais à peu près de quoi je peux parler avec lui. J'ai fait le lavage, la pré-cuisson, le conditionnement. Donc, je connais à peu près toutes les étapes que mon entreprise a traversées. C'est après ça que ma mère m'a donné plus de responsabilités dans l'entreprise et c'est ce qu'elle me dit toujours, il faut maîtriser d'abord toi-même ton entreprise avant de recruter qui que ce soit. Parce que le personnel peut te dire autre chose qui n'est pas vrai et t'envoyer dans l'erreur. Alors que si tu maîtrises ton travail, personne ne peut t'induire en erreur. D'accord. Et donc ta mère, votre mère, oui. elle faisait la même chose que vous aujourd'hui ou c'est-à-dire au niveau managérial, elle manageait ou bien elle était vraiment plus dans le travail au jour le jour? Elle était beaucoup plus dans le travail le jour au jour. Déjà quand elle a commencé, c'était en 92. La transformation n'était pas très, très développée. C'était quelque chose qu'elle innovait, on peut dire, parce que elle avait une vision pour la transformation. Elle le faisait à la maison d'ailleurs. Elle a fait plus de 10 ans à la maison. Elle-même, elle transformait. Donc elle-même, elle livrait. Elle-même, elle faisait tout. Elle faisait tout. Donc elle a fait une dizaine d'années comme ça. Et quand ça a commencé à réussir, les gens ont commencé à faire beaucoup de demandes. Elle a commencé à recruter des femmes, 5 femmes, 6 femmes. C'est devenu 10 femmes. Donc comme ils avaient un terrain à Bago-Djigoroni Golf, ils ont construit avec mon père là-bas pour que ça soit une unité. Donc ça a pris quelques années et en 2006, ils ont pu déménager là-bas l'entreprise. Sinon de 92 à 2005, ils étaient à la maison. Mais qu'est-ce qui lui a fait commencer cette entreprise en fait? Pourquoi elle a commencé à transformer les produits? Ma mère a toujours été entrepreneur. Elle travaillait à Djamou avec mon père quand l'entreprise dans laquelle il travaillait a fermé. Donc ils sont venus s'installer à Bamako. Et comme ils avaient eu des droits, elle n'a pas voulu retravailler pour quelqu'un. Elle s'est associée avec mon père pour ouvrir une boutique à la Fiebougou. Et à l'époque, on était à Paradjigoroni. Donc elle a commencé à vendre des épices. Elle a commencé à faire le grossiste pour les femmes qui vendaient dans le marché. Et elle a commencé à vendre des céréales. Et quand des gens lui demandaient, les gens qui vivaient en France ou dans d'autres pays, cherchaient des farines ou des trucs spécifiques qu'ils peuvent emporter là-bas. Donc elle a commencé à le faire à la maison et à vendre dans sa boutique. Et c'est petit à petit, elle s'est beaucoup plus intéressée aux céréales. Elle a laissé les épices. Sinon, elle transformait les épices aussi, elle le faisait. Donc elle s'est spécifiée dans les céréales à cause de la demande. C'est la demande qui a généré ce business, quoi. Et puis elle était passionnée par ça. C'était une femme passionnée par tout ce qui est produit au Mali. Et elle avait une bonne relation avec les producteurs. De tout temps, on l'appelle la Bambara de la famille parce qu'elle adore parler Bambara. Elle a grandi avec des Bambara, donc elle connaissait les producteurs de toutes les régions. Elle partait là-bas. Donc ça faisait qu'ils lui donnaient des produits qu'elle transformait et puis elle les aidait eux à écouler leurs produits. C'est-à-dire qu'elle s'approvisionnait un peu partout? Oui.
Au Mali. Au Mali. Que ce soit à Kita, Ségou, Sikasso. Ça, c'était avant la transformation même? Oui, avant la transformation. Quand elle vendait dans la boutique. Elle vendait des produits non transformés? Oui, elle vendait des produits non transformés, jusqu'à devenir transformés. D'accord, ok. Dans l'environnement entrepreneurial malien, quels sont les plus grands défis, obstacles à surmonter selon vous? Le plus grand défi, c'est vraiment le financement de l'entreprise. Le financement? Oui, parce que la plupart des entreprises restent informelles. Ma mère même, elle est restée informelle pendant pas mal d'années. Le fait de devenir formelle n'engendre pas beaucoup d'appui. Au fait, c'est ces dernières années que les partenaires, ils exigent pour qu'ils t'appuient, tu sois formel. Quand on est formel, c'est pour aller demander du prêt à la banque ou aux microfinances. Et c'est très difficile d'accéder en tant que femme, en tant que jeune et en tant que femme, parce qu'on vous demande plein de choses, comme par exemple les garanties. La plupart des femmes n'ont pas ces garanties. Et heureusement d'ailleurs que mon père, il appuyait beaucoup la maman. Donc il mettait sa maison ou l'unité en garantie à chaque fois qu'on demandait quelque chose, mais c'était pas évident d'avoir le prêt. Nous, notre premier gros prêt qu'on a pu avoir, c'est grâce à nos partenaires. L'USAID nous a appuyés et la BUSIM a pu nous donner un prêt de 75 millions. Donc pour une entreprise qui veut beaucoup investir, avoir ce genre de montant, c'est presque impossible au Mali. Si on n'a pas l'appui de quelqu'un derrière, c'est pas possible. Donc je pense que c'est ce qui rencontre la plupart des jeunes entrepreneurs, c'est le financement. Si vous n'avez pas une famille riche qui vous appuie ou bien vous n'êtes pas riche vous-même, c'est difficile d'investir au Mali. Donc la plupart restent au niveau micro parce qu'ils n'arrivent pas à aller à l'étape suivante. Et l'étape suivante demande beaucoup d'investissement. Mais concrètement, justement, l'étape suivante, c'est-à-dire, est-ce que c'est une vision ou c'est la demande qui provoque en fait le besoin d'avoir un prêt pour aller de l'avant? La demande et une vision. Je pense que les deux se valent le plus. On peut juste se contenter de la demande qu'on a et ne pas grandir forcément. Ça dépend de l'entrepreneur. Mais je pense que plus la demande augmentait, nous, à notre niveau, nous, on avait des ambitions. De départ aussi, on avait l'ambition d'être industriel. La transformation, c'est quelque chose de très artisanal au Mali. Et nous, notre objectif, c'est vraiment de devenir industriel, de ne pas rester dans l'artisanat pur et dur et d'aller vers l'industrialisation. Donc, quand on a eu l'opportunité, en fait, nos demandes ont augmenté. Il fallait qu'on investisse pour mettre l'unité à niveau et pouvoir répondre à ces demandes. Ça, c'est de un. De deux, on a eu l'opportunité avec notre partenaire, l'USAID, qui a voulu nous aider à aller vers ça. Donc, nous, on a pu, déjà, on a investi nous-mêmes, on a acheté le terrain ici. C'était hors investissement de l'USAID. Et on a commencé à construire avec nos fonds propres avant d'avoir l'appui de l'USAID et le prêt bancaire. Donc, je pense que les deux vont ensemble. De toute façon, vous ne pouvez pas faire un projet et être financé à 100% à l'extérieur, par des fonds extérieurs. Il faut toujours au moins 50% de vos fonds qui sont investis dedans pour que les partenaires puissent vouloir investir quoi que ce soit dedans. Mais ma question elle était plus pratique dans le sens où je voulais savoir en fait si par exemple via un canal spécifique, vous avez vu qu'il y avait une demande qui grossissait. Oui. C'est ce que je dis, la demande a énormément augmenté. C'est-à-dire vous aviez des partenaires qui vous appelaient pour vous faire des commandes? Oui, on avait des clients. Vous ne pouviez pas répondre. On ne pouvait pas répondre. Et on a eu des demandes à l'extérieur surtout. Ce n'est pas des demandes au niveau local, mais c'est surtout des demandes d'achat à l'extérieur qui nous a poussé à vouloir augmenter notre capacité de production. C'est pourquoi on a investi. D'accord. Mais si la demande n'est pas là, investir autant, ça n'a pas de sens. D'accord. Donc ma prochaine question, c'était comment voyez-vous le rôle des réseaux sociaux dans le développement des céréales de tatin? Le rôle des réseaux sociaux, ça a été très impactant pour nous, en fait. Parce que quand j'ai repris l'entreprise, c'était en 2010, la plupart des gens, ils ne connaissaient pas les entreprises de transformation. Ils avaient des a priori dessus. La communication que j'ai mis en place, c'était une communication
reposer sur les réseaux sociaux, justement. J'ai créé une page Facebook, une page après, bon, Insta et Twitter est venu plus tard, mais c'est la page Facebook qui nous a permis d'être connus. Et beaucoup se sont identifiés à ça. Ils ont vu, avec les interviews que je faisais et que je mettais sur les réseaux sociaux, les gens ont vu les opportunités qu'il y avait derrière l'investissement dans l'agroalimentaire, dans l'agrobusiness. Et je pense que ça a fait une très grande différence. Vous avez quelques milliers d'abonnés sur Facebook? Oui, on a quelques milliers. Après 10 000, si je regarde, c'est 10 000 abonnés. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de suivi derrière. Oui. Il y a vous suivez les posts, les pages que vous faites? C'est moi-même qui fais mes posts. Tout. Oui, pour le moment, je n'ai pas encore pris quelqu'un pour le faire. C'est vrai que ça a même diminué ces derniers temps. Je fais moins de posts parce que je suis concentrée sur autre chose. Mais c'est moi-même qui fais les publications sur mes réseaux. Mais est-ce que vous voyez un impact successif en fait au poste que vous faites ou bien à la communication? Quand vous faites un poste aujourd'hui par exemple, est-ce que vous voyez un impact sur vos ventes Oui, non seulement sur nos ventes, mais sur nos partenariats. On a beaucoup de partenariats qui se sont créés grâce aux réseaux sociaux. Et même nos clients, nos futurs clients, ils vont sur les réseaux, ils vérifient déjà l'entreprise, si elle est bien cotée ou pas, si les gens suivent. Donc on a eu pas mal de retours par rapport à ça. D'accord. Et il y a des gens aussi qui découvrent et ils vont acheter les produits. Ils demandent où on peut trouver les produits. Ils vont acheter, ils nous font des retours sur Facebook. Et moi, je trouve que c'est très important parce que ça me permet personnellement d'être en contact directement avec mes consommateurs. Parce que nous, on ne vend pas aux consommateurs directement. On passe par des intermédiaires. Et parfois, on ne peut pas connaître le retour des consommateurs. Et c'est les réseaux sociaux qui permettent cela. D'accord, c'est marrant. J'ai sauté une question en fait. Ma question d'avant, c'était qui sont les clients des céréales de Tata? Ah oui. On vend aux supermarchés, aux boutiques, aux intermédiaires grossistes qui revendent en Europe. Ce sont nos principaux clients en fait. D'accord. Mais nous, on ne vend pas directement au détail. On ne fait pas du détail, mais on fait un peu de vente en gros. D'accord, donc vous servez des réseaux sociaux pour faire votre branding en fait, puisque vous ne vendez pas directement aux clients. Oui. C'est vraiment pour imposer votre marque sur le marché. C'est pour imposer la marque, pour aussi que les gens s'identifient à l'entreprise. C'est très important. Et je pense que même quand on faisait notre inauguration ici, la première dame est venue, elle a dit quelque chose qui m'a marqué longtemps. Parce la première dame du Mali à l'époque, Madame Keita, elle a dit qu'elle achetait nos produits, mais elle ne savait pas que c'était une entreprise qui le faisait. Pour elle, c'était une dame à la maison parce que c'est ce que tout le monde associait à l'époque à la transformation. C'est les dames à la maison qui font des produits céréaliers, ils mettent sur le marché. Mais entre-temps, ça a changé énormément. Il y a beaucoup d'entreprises qui existent, mais les gens n'avaient pas de visibilité sur ces entreprises-là. Et moi, ça m'a permis de mettre la visibilité, de la lumière sur mon entreprise, de montrer les activités que nous faisons. Donc, toutes les activités, les produits, les nouveaux produits, nos partenariats, je mets sur les réseaux sociaux et ça permet aux gens de s'identifier. D'accord. Donc vous avez repris l'entreprise familiale en 2010. En 2010 ? Oui. D'accord. Et selon vous, quelle est la qualité principale qui vous a permis de continuer à développer l'entreprise que votre mère a commencé ? Je pense que la qualité de nos produits. On essaye de maintenir la qualité de nos produits. C'est pas facile parce que le personnel change énormément. Et oui, c'est quelque chose que les gens... On a des permanents, certes, mais on a plus de fluctuants que de permanents. Il y a des gens, ils viennent de la brousse, ils travaillent quelque temps, ils repartent. Donc ça, on ne peut pas maîtriser. Mais on essaye de maintenir une qualité des produits. Je pense que les céréales de Tatam ont été aimées par la qualité des céréales et on veut que ça reste ainsi. On essaye d'aller vers la certification d'ailleurs pour assurer nos clients à l'extérieur que les produits qu'ils achètent ou ils achèteront, ce seront des qualités parce qu'ils sont certifiés. D'accord, mais en fait cette réponse est intéressante aussi, mais ma question c'était plus personnel en fait. Vous en fait, vous avez découvert que vous étiez un entrepreneur en reprenant la société, ou bien c'est quelque chose que vous aviez envie de faire déjà à la base?
À la base, je me sentais pas entrepreneur. En fait, je sais pas. Ça a commencé bizarrement parce que moi, au départ, je voulais pas vraiment faire ça. Et quand je suis revenue des études, j'ai commencé à travailler avec une ONG et on partait à Welesebu, des trucs comme ça, parce qu'ils appuyaient des femmes. Et j'étais obligée de faire des reportages sur ces femmes. C'était pas mon métier parce que je le faisais entre-temps avant de trouver un emploi. Et ça m'a beaucoup intéressée de savoir qu'au Mali, 90% quand même, 80-90% vivaient de l'agriculture. Et que l'agroalimentaire soit à ce point pas développé, ça m'a un peu tiqué. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce que faisait ma mère. On a grandi avec, on l'aidait, mais on ne voyait pas l'intérêt comme beaucoup de Maliens. Franchement, c'est quand j'ai commencé à travailler avec elle et que j'ai voulu travailler avec elle que j'ai vu l'intérêt de la société. Et ça m'a passionnée. Ça m'a beaucoup passionnée parce que tout le travail à faire derrière. Moi, je suis une grande bosseuse. J'adore travailler, j'adore relever des défis. Je ne sais pas pour les autres, mais les défis, c'est mon essence. C'est ce qui me fait lever tous les jours et me dire que j'ai atteint ces objectifs et ça me suffit en tant que personne. Donc, je ne me vois pas entrepreneur comme ma mère parce qu'elle a créé l'entreprise. Elle a eu l'idée avant même beaucoup de gens. Donc, je pense que c'est ça l'entrepreneuriat. Avoir une idée qui peut révolutionner un pays, qui peut révolutionner son secteur. Et je pense que je me considère comme plus développeur. Opérationnel. Oui, c'est ça. Je me considère ainsi. Entrepreneur. Mais les entrepreneurs sont souvent des opérationnels. C'est des gens qui aiment faire. Oui. C'est ça, mais je préfère me voir comme opérationnel. L'entrepreneur, c'est la maman et moi, je suis opérationnel. D'accord. Ok, donc c'est ça qui vous a permis, c'est le fait d'aimer relever les défis. Vous pensez que c'est ça qui vous a permis en fait de développer l'entreprise? Oui. Parce qu'elle a grossi l'entreprise. Oui, elle a grossi. Depuis 2010. Oui. On a fait énormément de choses. De 2010 à maintenant, je pense que ça a même dépassé nos attentes. Ah bon? Oui, ça a dépassé nos attentes. Mais en même temps, ça n'a pas dépassé autant nos attentes parce que dans certains secteurs, on s'est retrouvé bloqué. Par exemple, quand on a déménagé ici, on imaginait déjà exporter certaines quantités. On ne l'a pas fait encore à cause de la certification. Donc, il y a certains impératifs qui se sont mis entre nous et nos objectifs. Donc, ça nous a un peu refroidi. Mais on est en train de travailler depuis quelques années à aller vers ce nouveau défi, le nouveau défi de la certification. Mais pourquoi l'export? Parce que est-ce que le marché malien lui-même est déjà satisfait? Le marché malien est... Comment on appelle ça? C'est un marché assez difficile. Je pense que la plupart de ceux qui entreprennent le comprennent. Quand on est formel, c'est différent. Il y a l'informel qui tue un peu le marché. Ah, d'accord, okay, c'est ça le problème du marché malien. Il y a beaucoup d'informels. Aujourd'hui, on dit que quelque chose marche, tout le monde le fait. Exactement. Donc, ils le font dans l'informel. Vous n'avez pas les mêmes coûts, vous n'avez pas les mêmes réalités. Ils peuvent vous concurrencer sur tout et les gens préfèrent le moins cher. Et au niveau de la qualité du produit, est-ce qu'il y a quelque chose qui change par rapport au formel ou l'informel? Est-ce que dans l'informel aussi, la qualité des produits est élevée? La qualité des produits n'est pas très exigeante parce que les gens qui achètent n'exigent pas forcément que ce soit une très bonne qualité, mais que ce soit moins cher. Mais c'est un peu élevé parce que quand ils viennent trouver nos produits sur le marché, ils sont obligés de faire à peu près comme nous. Mais ils ne peuvent pas faire les mêmes quantités que nous. Et donc, ils vont se concentrer sur le peu de quantité qu'ils font en qualité. Donc, dans l'informel, c'est souvent des petites entreprises, oui. C'est-à-dire des micro-entreprises. D'accord. Une personne, deux personnes peut-être? Oui, mais ils font pas mal de choses quand même. Je peux dire à Bamako, c'est énormément de femmes qui font la transformation des céréales. Et même, tu vas trouver des supermarchés, tu veux vendre là-bas, ils vont te dire, nous, notre femme fait déjà. C'est ça le malien. Oui. Donc, ça tue le marché. Ça tue un peu le marché. Et c'est pourquoi nous, on s'est concentré sur l'export un peu. Parce que, comme je dis, quand on dit quelque chose marche, tout le monde le fait. Que ce soit la personne est un supermarché, il va vouloir faire ça avec sa femme. Donc, il ne va plus prendre les produits d'une autre personne. Donc, il y a ce genre de petits problèmes qui se posent un peu. D'accord. Et sinon, en tant que femme, donc vous dirigez cette entreprise depuis 2010. En tant que femme, en fait, c'est quoi les principales difficultés que vous rencontrez ici au Mali? S'il y en a. Il y en a énormément. En tant que femme, déjà en 2010, quand je commençais, c'était
en tant que jeune et femme, c'était très difficile parce que les gens ne vous prennent pas beaucoup au sérieux, surtout dans l'industrie. C'est un secteur très masculinisé et assez vieillissant. Donc, il y a ce déphasage entre nous. Dans l'industrie? Dans l'industrie, oui. C'est-à-dire? Les industriels au Mali, la plupart, c'est des hommes. Et c'est d'un certain âge. Ceux qui font de la transformation ou bien non, dans tout type d'entreprise. Ceux qui font la transformation, la plupart, c'est des femmes. Il y a quelques hommes, mais la plupart, c'est des femmes. Et c'est des femmes de certains âges. Donc, je pense que mon âge m'a un peu fatiguée à l'époque. Vis-à-vis de ces femmes-là déjà? Vis-à-vis de ces femmes et vis-à-vis de ces hommes d'entreprise pour te prendre au sérieux, pour faire des propositions allant dans le sens de ton secteur. Parce que tu ne peux pas travailler seul, il faut travailler en groupe. Moi, dans mon entreprise, ça ne m'a pas posé de problème, mais c'est dans le secteur en général malien que ça pose. Dans ton entreprise, dans votre entreprise, il n'y avait pas de problème d'autorité? Non. C'est plus avec les partenaires du coup? Oui, bon, les partenaires, ça allait encore parce que ils voyaient l'opportunité qu'il y avait. L'association parce qu'à l'époque, ma mère ne s'était pas retirée totalement. Il y avait l'association entre ma mère et moi. Et elle s'assurait de la production, de la qualité de la production et moi du management. Donc, j'étais plus en contact avec les partenaires. Mais je pense que il a fallu que je relève certains défis quand même. En fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est plus les fonds. Le problème était plus avec les fournisseurs, les acheteurs. Non, les acheteurs, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est plus les fournisseurs. C'est juste les fournisseurs, il y a certains partenaires qui ne comprenaient pas le changement de statut. Il y a même des gens qui ont dit à ma mère, mais vous êtes folle, vous laissez votre entreprise à une jeune femme de ce genre, elle va faire que l'entreprise va, comment on appelle ça, et je vais tout perdre. Et bon, on lui a dit beaucoup de choses, mais la plupart de ces gens, après, sont venus vers moi pour dire que franchement, ils ne s'attendaient pas à ce que je puisse relever ce défi et que je puisse agrandir l'entreprise. En fait, les gens s'attendaient à ce que l'entreprise perde de la valeur, ne puisse pas s'agrandir, ou que je mange l'argent, je ne sais pas. Il y avait beaucoup de non-dits derrière, donc il y avait beaucoup de retraits. C'est les partenaires qui m'ont soutenu beaucoup plus, je pense. Mes partenaires avec lesquels je travaille et qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Ok, mais concrètement, en fait, est-ce que c'était juste... c'est-à-dire, en fait, ils disaient, par exemple... Ils allaient dire, par exemple, des trucs à votre maman sur le manque de confiance qu'ils pouvaient avoir en vous. Mais est-ce qu'ils vous mettaient des bâtons dans les roues concrètement, en fait? Ils vous empêchaient de réaliser des choses que vous aviez envie de réaliser? Ouais. Ils me mettaient des bâtons dans les roues. Mais comme je dis, c'est mes partenaires qui m'ont soutenu. Il y a moi je sais qu'il y a eu beaucoup de réunions où je devais participer. On ne m'a pas parlé de ces réunions parce qu'il y avait des voyages à la clé. Et ce sont mes partenaires qui m'appelaient pour me dire que de toute façon, c'est toi on a choisi. On veut que tu nous représentes. Je ne sais pas si tu comprends un peu. En fait, je peux pas mettre le doigt sur beaucoup de choses. C'est des trucs qui se font derrière. J'essaie juste de... Ils te mettent des barrières sur la route que tu vois ou pas. Après, c'est des gens qui viennent te dire non, il faut qu'on fasse ceci. Et moi, ce sont mes partenaires. Franchement, à l'époque, j'avais arrêté de travailler presque tous les partenaires au Mali ici, à part quelques-uns qui étaient à l'extérieur, parce que il y avait tous ces micmacs là. Et on a essayé de balayer et là maintenant on a pris les partenaires qui nous prenaient au sérieux, qui voulaient travailler avec nous le plus. D'accord. Donc mais c'est quelque chose dont tu te rendais compte sur le moment ou c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte après? Une partie, je me suis rendu compte sur le moment et la plus grande partie c'est après. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup qui sont venus après vers moi pour me dire. D'accord. Pour me dire. En fait, ça m'a permis de voir tout le trajet que j'ai fait et j'en rigole maintenant parce que je le voyais pas ainsi moi. Moi, je me voyais en tant que quelqu'un de dynamique, de travailleur, mais eux, ils avaient un autre a priori. Donc, tu sais, les jeunes, on n'est pas très bien vus dans les domaines assez élevés parce qu'on dit qu'on ne travaille pas, on n'atteint pas nos objectifs. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, en fait, au cours de ces podcasts-là. Oui. C'est que les jeunes sont mal vus au Mali. Ouais, on est très mal vus. Et dans la réalité, même moi, en tant que chef d'entreprise, franchement, je vois très mal les jeunes. Mais c'est vrai, c'est une réalité. On peut voir quand tu recrutes quelqu'un, tu vas voir sur 50 personnes que tu as recrutées, 10 est vraiment bien. D'accord.
Mais qu'est-ce que tu fais? Du coup, tu licencies? Tu embauches et tu licencies? On fait beaucoup de licenciements et beaucoup d'émissions. D'émissions? Oui, parce qu'ils ne supportent pas le travail. Ah, d'accord, donc ils partent quoi? Ils partent. D'accord. Beaucoup d'émissions. En fait, le travail est difficile. Le salaire au Mali ne suit pas parfois le travail. Mais parfois, on teste aussi les jeunes. On les prend sur une certaine base de salaire et on leur dit, on va grandir ensemble. On est des petites unités, on n'est pas des très grandes unités, mais certains ils viennent avec des exigences déjà. Une entreprise qui grandit, qui ne peut pas satisfaire ses exigences, tu es obligé de laisser la personne partir. Ou bien ils viennent, vous faites des formations avec des partenaires payent ces formations, ils font quelques temps et puis ils démissionnent, ils partent. Il n'y a pas de sérieux, en fait il n'y a pas de vision, il n'y a pas de plan de carrière pour certains jeunes. Ils veulent juste avoir un travail, quelque chose, un salaire à la fin du mois. Ils ne se passionnent pas pour le travail auquel on les a donné. Moi, c'est ce que l'incompréhension, c'est vers ça. Je pense que ce qui fait la différence avec aussi les Blancs, quand ils rentrent dans une entreprise, c'est la volonté de grandir avec l'entreprise. Tu peux commencer une base. De toute façon, dès le départ, c'est clair, je peux te donner ça. Au fil du temps, je vais ajouter ça, on va augmenter. Tu es d'accord avec ça? Ok. Mais dès qu'ils mettent sur leur CV, on a travaillé pour telle entreprise pendant 6 mois, ils préfèrent aller dans une autre entreprise 6 mois après. Moi, je trouve que ce n'est pas sérieux. D'accord. Donc toi, tu es d'accord avec la vision qu'on a des jeunes ici au Mali? Oui, il faut qu'on change. Les jeunes, il faut qu'on change. mais on n'est pas tous pareils, puisque toi-même, tu vois, tu es différente. Donc, tu as souffert de ce... Mais je continue à donner des opportunités aux jeunes. D'accord. Je ne ferme pas la porte, mais beaucoup m'ont dessus. Je ne le cache pas. La plupart m'ont dessus. Les gens, ils te font beaucoup de plaidoyer sur les réseaux sociaux. Recrute-moi, j'ai tant. Mais... donc, tu réussis à recruter sur les réseaux sociaux? Bon, sur LinkedIn, j'ai des demandes. Et parfois, pour des postes, je demande des CV et on m'envoie, je fais le recrutement sur les bases de dossiers, au fait. Donc, Et ici, le travail, il est assez manuel ou il est semi, on va dire, industriel? Il est semi-industriel. Vous avez des machines, quoi? Oui. Qui sont fabriquées où? En Chine. On a des machines qui sont venues de Pérou. Vous n'avez pas trouvé de fabricants de machines ici? Pour certaines machines, oui. Ouais. Comme les décortiqueuses de Fogno, les décortiqueuses de mille, ça c'est des trucs qu'on achète ici. Mais pour la plupart de nos machines, non. C'est quoi les machines qui sont un peu compliquées qu'il faut importer, par exemple? Tout ce qui est dans la transformation. En fait, ici, les gens ne fabriquent pas de machines vraiment. Ils fabriquent des décortiqueuses simplement parce que les gens ils font de la farine, c'est tout. Mais pour tout ce qui est un peu plus compliqué, tu es obligé d'acheter... Est-ce que tu peux nous donner un exemple de qu'est-ce qui est un peu plus compliqué? Par exemple, votre produit, par exemple le djouga. Est-ce que vous avez... Non, le djouga, on ne le fait pas. On n'a pas une machine pour faire le djouga, la percussion. On le fait assez manuellement, c'est assez artisanal. La décortiqueuse aussi pour le fogno, c'est assez artisanal. Mais on a des machines qu'on a achetées. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais on a des machines qui sont assez dans la production de fogno et de la farine de mil fortifiée qu'on a acheté à l'extérieur. D'accord. Tu parles souvent de partenaires. Donc, ça m'intrigue un peu en fait. Ce que je veux savoir, c'est dans ton travail de tous les jours, tu as commencé à chercher des partenaires pour t'aider à développer la production, ou c'était quelque chose que tu as déjà trouvé sur place en fait avec ta maman qui faisait déjà... J'ai trouvé, ma mère, elle avait déjà des partenaires dans tout ce qui est appui, contractualisation avec les producteurs, formation des producteurs, formation de la transformation. D'accord. Ça, il y avait des partenaires déjà qui étaient là. Mais des partenaires techniques et financiers, le premier quand même qu'on a eu, que moi, quand j'étais là, parce que ma mère a eu certains, mais le premier qu'on a eu, c'était l'USAID. L'ICM, le projet de l'ICM que l'USAID finançait, qui nous a beaucoup appuyés et qui a permis de faire ce grand saut entre la petite et la moyenne entreprise. Donc c'est un partenaire que tu es parti chercher? Oui. Ou c'est un partenaire qui est venu à toi? C'est un partenaire qu'on connaissait, mais qu'on est parti chercher. On est parti chercher en leur disant, on a ça, on veut aller ici.
Donc, on a beaucoup travaillé. On travaille longtemps avec ses partenaires avant d'asseoir quelque chose. Après, quand la vision est claire des deux côtés, on fait des conventions et sur cette base, on exécute la convention. Quand tu dis vous travaillez longtemps ensemble, c'est-à-dire vous voyez, ils observent. Réunions, oui, on se voit. Oui. Ils viennent ici, ils regardent. Ils viennent, ils font des visites, ils font des demandes qu'on respecte et ils voient. En fait, le partenaire ne va pas financer quelque chose qu'il ne comprend pas. Ils essayent de comprendre l'entreprise, ils essayent de voir la vision de l'entrepreneur, ils essayent de voir le côté financier, si l'entrepreneur même se prend au sérieux, s'il a investi ou s'il va investir avec eux. Donc, ils voient tous ces côtés avant d'appuyer l'entreprise. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça prend du temps, quoi. Ça prend du temps. Mais c'est des gens qui sont là et qui sont à l'affût d'opportunités, quoi. Ils cherchent, donc ça veut dire qu'ils sont au Mali. Et ils cherchent des opportunités dans lesquelles investir? Non, ça c'est des investisseurs. Moi je parle de partenariat d'aide au développement. Oui, non, je parle... Oui, ça, oui. Mais je veux dire, c'est la même mécanique, quoi. Oui, c'est la même mécanique. Parce qu'ils sont là, mais en même temps, ils cherchent des projets dans lesquels s'investir, on va dire, entre guillemets, quoi. Aider, en fait, eux, leur mission principale, c'est aider certains secteurs à se développer. Par exemple, avec le SAID, c'était le secteur du mil. Donc, ils voulaient que la filière mil se développe. Ils ont appuyé des producteurs, ils ont appuyé des commerçants et ils ont appuyé nous, les transformateurs. Donc, ils ont aidé la filière à augmenter sa capacité de production pour pouvoir se développer et permettre, surtout permettre aux producteurs d'avoir un débouché finalement. Et c'était nous les débouchés des producteurs et nous permettre d'augmenter notre capacité de production pour revendre sur le marché. D'accord, mais on parle d'export. Est-ce que la quantité de mil, par exemple, on va prendre le mil, produite au Mali est suffisante en fait pour qu'on puisse parler d'export en fait? Énormément. Ah bon? Le Mali fait énormément de production de céréales. C'est une mine d'or qu'on a en fait. Il y a énormément de producteurs. 80% des Maliens vivent de la production, du commerce des céréales et tout. C'est vraiment un gros marché au fait. Il y a énormément. Le mil est envoyé dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, au Sénégal, le mil, matière première brute, pas transformée. Il y a énormément de tonnes qui sont envoyées dans ces pays parce que je pense que le Mali est le premier pays producteur de ces céréales-là. Donc c'est-à-dire qu'on produit suffisamment pour nous-mêmes? Oui, on produit suffisamment pour nous-mêmes. Donc on exporte, mais on exporte non transformé? Oui. Et nous, notre défi, c'est vraiment de transformer et d'exporter. Parce que c'est dans ça qu'il y a la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'ailleurs, aujourd'hui, ils transforment le mil qu'ils achètent chez nous? Oui. Au Sénégal, par exemple, ils transforment. En Côte d'Ivoire, ils transforment. Parce qu'ils n'ont pas assez de producteurs dans ces pays-là qui font assez de mil. Et nous, on en a. Ok. Alors, imaginons qu'un jeune, une jeune ou une moins jeune vienne vous voir aujourd'hui et elle veut entreprendre comme vous. Si vous avez un conseil pratique, si tu as un conseil pratique à lui donner, c'est-à-dire qu'elle peut appliquer tout de suite. Tout de suite. Ce serait quoi? Il faut que déjà sa vision soit claire. Il y a beaucoup, ils veulent entreprendre, ils ne savent pas dans quoi déjà. Moi, je pense que c'est une perte de temps inutile. Il faut que ça vienne du marché. Que ça ne vienne pas d'une idée comme ça, on a vu quelque part, je suis allé voir, on fait ce produit, pourquoi pas ici? Non, non. Il faut que ça vienne du marché parce que beaucoup font de l'entrepreneuriat, ils n'arrivent pas à vendre. Pourquoi? Normalement, c'est le marché qui doit créer la demande. C'est le marché qui a toujours raison. Donc, si comment on appelle ça, ce que tu veux produire ne vient pas du marché, c'est sûr que ça va pas réussir. Tu ne peux pas créer une demande comme ça en Afrique parce que les gens ont des budgets serrés. Oui. Ils ont des budgets serrés et il faut qu'ils savent dans quoi ils veulent mettre. Donc maintenant, c'est à toi de savoir qu'est-ce qui peut marcher réellement et pas fantasmer sur quelque chose ou bien dire que quelqu'un fait quelque chose, je veux faire pareil. C'est pas un marché ça. Le marché, il faut l'avoir d'abord. Moi, je pense, c'est ce que j'ai vu. La plupart des jeunes entrepreneurs, il y a beaucoup qui viennent vers moi, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire ou ils ont entendu. Je pense qu'il faut quitter cette optique-là. Il faut innover. L'innovation. Je pense que la clé de l'entrepreneuriat au Mali, ça peut être l'innovation. Il faut qu'on arrête de copier. Il faut qu'on arrête de copier quelque chose qui ne va pas marcher. Parce que toi, tu ne sais pas ce que la personne a dû faire pour arriver où elle est là. Donc, il faut innover dans les produits. Même si tu veux faire du djouka, il faut améliorer ce djouka. Il faut que le marché soit demandeur de ce djouka-là. Ok, mais qu'est-ce que tu appelles innovation du coup? Est-ce que tu peux préciser un peu? Justement, c'est
c'est le marché qui demande certains produits. Par exemple, nous, on n'a pas beaucoup innové, je trouve. Mais c'est un marché qui était là, qui marche quand même. Parce qu'on fait du djouka précuit. Les gens consomment depuis longtemps. Mais par exemple, le djouka, on peut en faire un couscous déjà prêt. Ça, c'est de l'innovation. D'accord. On peut faire du dégué qui est dans du lait déjà qu'on vend. C'est de l'innovation. Moi, je dis quelque chose qu'il faut améliorer les produits qu'il y a sur le marché pour faire de l'innovation ou créer même quelque chose qui n'existe pas mais qui va être demandé. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, je comprends, mais un conseil pratique, ce serait d'aller au marché et de voir en fait qu'est-ce qui marche, quoi. Ouais. Et d'innover dans ce domaine-là. Beaucoup ne le font pas, hein. Beaucoup ne le font pas. Ils parlent d'études de marché, mais eux-mêmes ils ne le font pas. Ils le donnent à des cabinets qui n'ont pas l'expertise du domaine, qui vont demander, mais beaucoup n'aboutissent pas. Ils se demandent pourquoi ça n'aboutit pas. Ils ont de l'argent. Il y a beaucoup qui ont de l'argent et ils ne savent pas dans quoi investir. Et toi aujourd'hui, est-ce que tu connais des secteurs en fait au Mali aujourd'hui qui auraient besoin d'innovation? Il y en a énormément. Il y en a énormément de secteurs où on a besoin d'innovation. Le secteur de l'agroalimentaire déjà, on n'a même pas couvert le quart d'innovation. On est tous dans... Depuis nos moments, ce qu'ils font, on est toujours dans ça. Le fonio précuit, le djouka, le dégué, le monikuru. Mais il y a d'autres produits à base de céréales qu'on peut faire et qui se mangent. Ce n'est pas forcément les mêmes trucs qu'il faut aller. Je vais pas donner certains produits que moi-même j'envisage de faire, mais je sais quand même qu'il y a de l'innovation qu'il y a. Il faut juste chercher un peu. mais depuis 2010, vous avez créé combien de produits On n'était pas dans l'innovation depuis 2010. On était dans l'agrandissement depuis 2010. Et il y a 3 ans qu'on est en train de faire de l'innovation dans certains produits, comme je dis. Par exemple, dans la fortification. Oui, ça, c'est un produit qu'on va innover parce qu'au Mali, il n'y a pas de produits fortifiés à base de céréales. Donc, c'est vraiment une innovation qu'on va faire. Est-ce que tu peux expliquer pour les gens qu'est-ce que c'est un produit fortifié? Un produit fortifié, c'est par exemple, les céréales que nous avons, c'est des céréales simples. Il n'y a pas de vitamines à l'intérieur. Okay. Et franchement, moi, en tant que personne, je manque beaucoup de fer. Je ne sais pas, la plupart des femmes, je pense qu'on subit ça. Quand on part chez le médecin, on nous dit qu'on manque de fer, on manque de vitamine C, on manque de ci, on manque de ça. Donc, ce que nous, on va apporter comme changement, c'est vraiment mettre des vitamines et minéraux dans des céréales. Ça, c'est des trucs qu'on trouve ici? Non. C'est importé? C'est importé. D'accord. Donc, il n'y a pas de vitamines dans nos céréales. On se dit la vérité, la plupart des maladies, la plupart souffrent de malnutrition. C'est à cause de ça. Nos aliments ne sont pas assez riches. Et donc, vous avez déjà commencé les tests? Oui, on a fait énormément de tests. Vous allez lancer ça bientôt? Oui, Inch'Allah. Vous avez déjà trouvé comment communiquer sur ça pour expliquer aux gens en fait qu'il y a des vitamines dans les produits? On est en train de voir avec certains partenaires comment faire la communication. C'est le marketing, communication, on ne s'est pas concentré beaucoup sur ça. Je suis d'accord, mais je pense que quand on va avoir le produit final, on aura des offres par rapport à la communication. On va essayer de voir parce qu'il faut beaucoup communiquer. On veut communiquer sur ça. C'est pas fait pour une certaine classe sociale. C'est vraiment fait pour tout Malien. Oui. Tout Malien. Les personnes âgées, par exemple, ils ont besoin de vitamines, ils ont besoin de produits nutritifs pour les maintenir en santé. Il y a certaines petites maladies qu'on a justement parce que les aliments que nous mangeons ne sont pas assez équilibrés. Donc, ce qu'on veut mettre sur le marché, c'est permettre de rehausser le côté alimentaire, nutrition au Mali. Vous avez une date de lancement ou on ne peut pas communiquer là-dessus? Début 2021. Début 2021. Inch'Allah. D'accord. Je pense que donc les auditeurs du podcast ont l'exclusivité de la promotion. Non, je pense que j'en ai parlé depuis quelques mois. Produits fortifiés. Ça, oui. Mais ça a pris un peu de retard avec 2020 où il y a eu beaucoup de trucs qui ont pris du retard. Ouais, c'est pas une année très, très intéressante, mais on espère quand même tout finaliser d'ici 2021. Ok, donc je vais en parler au début du podcast, mais où est-ce qu'on peut
vous retrouver sur les réseaux sociaux? J'ai ma page Facebook, les céréales de Tatam. J'ai ma page personnelle aussi, Alatoudem. Je suis sur Instagram, Twitter et LinkedIn. Sur les céréales de Tatam, toujours sur les 3 réseaux? Ils sont sur les 3 réseaux. D'accord. Oui. Merci beaucoup, Alat. Merci à vous. Merci C'est gentil. d'avoir accepté cet entretien. Et voilà. À bientôt.